Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits du Doc. Aujourd'hui, on va partir dans des contrées bien mystérieuses. Il était une fois, dans la brume mystérieuse des terres celtiques, un roi, une légende. Son nom, Arthur Pendragon. Que l'on y croit ou pas, qu'on le voit comme un mythe ou comme un personnage historique, Arthur est aujourd'hui l'un des symboles les plus puissants de la culture occidentale. Un roi intrépide, un chef de guerre avisé, l'incarnation d'un idéal chevaleresque, tel est le héros qui a traversé les siècles, des chroniques médiévales aux films et séries d'aujourd'hui. Mais qui était Arthur vraiment ? Dans un monde où l'histoire se mêle à la fiction, il est tentant de penser qu'il s'agit simplement d'une figure inventée par des poètes et des moines du Moyen Âge. Pourtant, quand on gratte un peu sous la surface, on trouve des indices et des faits qui rendent son existence au moins plausible. Commençons par planter le décor. Le personnage d'Arthur apparaît dans les textes gallois du début du Moyen Âge, au 5e ou 6e siècle, une période assez floue où la Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, est secouée par des invasions, des guerres civiles et la lente naissance d'un royaume unifié. On imagine un chef qui aurait réussi à fédérer les clans bretons pour repousser les envahisseurs saxons. Un stratège, un guerrier, mais l'histoire d'Arthur ne se limite pas à ça, c'est aussi une légende. Si l'on gratte sous la couche dorée de la légende, Arthur pourrait bien avoir eu une origine historique ou du moins s'inspirer d'un personnage réel. Le contexte, donc le début du Moyen Âge, est une époque sombre et tumultueuse, parfois appelée l'âge des ténèbres. Au 5 et 6e siècle, la Grande-Bretagne est envahie par des tribus germaniques, les Saxons, les Jutes et les Angles, qui chassent ou assimilent les populations britanniques d'origine celtique. Le territoire est morcelé, peuplé de clans, en lutte constante. Dans ce chaos, Arthur pourrait être un des chefs de guerre qui réussit, au moins momentanément, à fédérer ses clans pour repousser les envahisseurs. Les premières mentions d'Arthur se trouvent dans les textes gallois, notamment le Gododin et les Annales Cambria, qui font état d'un héros guerrier victorieux à la bataille de Badon vers la fin du 5e siècle. Cette bataille, véritable tournant, aurait marqué un coup d'arrêt à l'expansion saxonne. Certains historiens pensent qu'Arthur pourrait être une figure composite, née du mélange de plusieurs chefs ou héros celtes réels. D'autres historiens évoquent un personnage nommé Riotamus, un chef britannique mentionné dans des textes romains ayant combattu en Gaule aux alentours de 470. Donc, on a quand même l'approximation de la période, 5-6e siècle. La vérité exacte importe finalement peut-être moins que ce que représente cette origine. Une résistance, un espoir d'unité dans un monde fracturé, un symbole d'unité britannique face à la dévastation. Au cœur de cette légende, évidemment, comment parler d'Arthur sans parler de son épée Excalibur, attribuée à Arthur non pas par simple héritage, mais par un enchantement, souvent dit offert par la Dame du Lac. Cette épée magique est un symbole de légitimité et de pouvoir, une métaphore de la justice et de la souveraineté. Bien plus qu'une simple arme, cette épée est ancrée au cœur de la légende arthurienne. Comment l'histoire d'Excalibur commence-t-elle ? Selon les récits les plus anciens, deux versions principales s'affrontent souvent, chacun portant sa propre charge symbolique. La première version raconte qu'Arthur, encore enfant ou jeune homme, est le seul à pouvoir retirer une épée fichée dans une enclume ou dans une pierre, dans la cour du roi Uther Pendragon, ou dans Londres même selon les variantes. Cette épée dans la pierre est une épreuve divine, un signe que celui qui réussira à la retirer est le seul véritable roi légitime de Bretagne. L'acte de tirer l'épée symbolise aussi la reconnaissance d'un droit a priori divin et naturel, plutôt qu'héréditaire ou militaire. La deuxième version est celle d'Excalibur offerte par la Dame du Lac, une mystérieuse figure enchantée vivant dans un lac ou une étendue d'eau magique. Ici, l'épée ne sert pas qu'à confirmer la royauté, elle est une arme exceptionnelle, forgée par la magie, indestructible, conférant au porteur des pouvoirs surnaturels pour protéger son royaume. C'est dans cette version qu'Excalibur devient un objet presque sacré, associé à la justice et à la protection du peuple.
La rencontre avec la Dame du Lac et la remise d'Excalibur conféreraient ainsi à Arthur un rôle non seulement de guerrier, mais aussi de protecteur, investi d'une mission quasi spirituelle. L'épée porte aussi un fourreau magique qui empêche Arthur de saigner, une protection supplémentaire sur le plan symbolique. La force n'est pas seulement dans la puissance brute, mais dans la capacité à surmonter les blessures et préserver la vie tout en luttant. Mais Excalibur n'est pas éternel. Selon les textes, à la fin de son règne ou lors de sa dernière bataille, Arthur confie son épée à l'un de ses chevaliers, souvent le mystérieux Lancelot ou celui qui l'a accompagné dans la quête du Graal, pour qu'elle soit rendue à l'eau, disparaissant ainsi dans le lac d'où elle était venue. Ce geste symbolise la fin d'un cycle et la disparition d'un âge d'or. Au-delà des récits, Excalibur est devenue un symbole puissant dans notre imaginaire collectif. Elle incarne la royauté légitime, la force morale et la magie qui transcende le simple pouvoir politique. Comme disait le vieux proverbe latin, Robur et auctoritas, la force et l'autorité, qui caractérise parfaitement ce mariage entre épée et souverain. Alors aujourd'hui, quand on évoque Excalibur, ce n'est plus seulement une arme en acier vulgaire si j'ai envie de dire, mais ça évoque une idée, que le vrai pouvoir vient d'un engagement juste, courageux et parfois mystique. Mais les symboles ne s'arrêtent pas à Excalibur dans l'histoire d'Arthur. Il y a aussi la table ronde, un cercle où Arthur réunit ses chevaliers, non pas en suzerains et vassaux hiérarchisés, mais en égaux, d'où la forme ronde. Ce symbole religieux et politique est révolutionnaire. On oublie la pyramide féodale avec le roi et ses vassaux. Ici, c'est la rondeur de la table, et à cette table-là que se prennent les décisions, simples, justes, illustrant un idéal de fraternité. Parmi les éléments les plus fascinants de la légende d'Arthur, la table ronde occupe une place centrale. Imagine une grande table, ronde, c'est crucial, où se réunissent les chevaliers d'Arthur, pas de place d'honneur, pas de tête de table, chacun est égal. Cette idée de cercle est un puissant symbole d'égalité et d'équité, une conception presque révolutionnaire à une époque où la noblesse était très hiérarchisée et fondée sur des privilèges de sang. La table ronde incarne donc un idéal d'unité et de fraternité, des hommes venus de divers horizons, liés par un code d'honneur commun. Elle représente aussi la justice. Arthur, en réunissant ses chevaliers autour de cette table, ne joue pas simplement le rôle de souverain absolu, mais de garant d'un idéal moral. Chaque chevalier s'engage à défendre la faiblesse, la vérité et la loyauté. Ce cercle sans fin illustre aussi le destin et le cycle éternel. Aucun commencement, aucune fin, seulement une continuité de valeurs à protéger. Cette idée influença grandement la chevalerie et les idées politiques du Moyen Âge, un souffle nouveau d'ordre moral dans un monde souvent chaotique. Alors maintenant, troisième symbole d'Arthur, la quête du Saint Graal. Le Saint Graal, cette relique sacrée que les chevaliers cherchent à atteindre, une recherche spirituelle autant que physique qui donne à la légende une dimension mystique. La quête du Saint Graal est peut-être le plus profond et mystique des éléments arthuriens. Le Graal, souvent décrit comme la coupe ayant contenu le sang du Christ ou un objet aux vertus miraculeuses, est plus qu'un simple trésor. C'est une quête symbolique, un chemin vers l'absolu. Ou alors, pour Perceval, il s'agirait peut-être d'une pierre incandescente. Petit clin d'œil à Alexandre Astier et son excellente série Kaamelott, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder. C'est désopilant, très bien écrit. Vraiment, j'adore. Dans les récits, les chevaliers partent en voyage pour trouver ce Graal. Mais ce voyage est un miroir de la quête intérieure. Le Graal représente la pureté, la rédemption, la recherche spirituelle et le sens de la vie. Seuls les chevaliers les plus nobles, les plus purs de cœur, peuvent espérer l'atteindre. C'est pas faux. Cette légende a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, philosophiques, artistiques, et son message traversa le temps, parlant à chacun d'entre nous de notre propre quête de sens dans un monde complexe. Le Graal, c'est la lumière au bout du tunnel, l'espoir invincible, l'idée que le voyage est aussi important que la destination. Alors, ces récits arthuriens, ils ont été amplifiés par des écrivains médiévaux, comme Geoffrey de Monmouth,
Chrétien de Troyes ou encore Malory qui, au XVe siècle, finira par fixer le récit dans un livre monumental, La Morte d'Arthur, et c'est grâce à eux que la légende s'est diffusée à travers toute l'Europe. Mais le plus fascinant dans cette histoire, c'est la façon dont Arthur est devenu un symbole adaptable. Pendant la Renaissance, il était le parangon du roi idéal. Au XIXe siècle, il inspira les romantiques fascinés par la chevalerie et le mystère. Aujourd'hui, il apparaît dans des romans, des films, des séries, souvent réinterprétés à la lumière des valeurs contemporaines. La phrase qui accompagne souvent ce mythe est « Rex qui regit reges », le roi qui règne sur les rois, expression latine qui résume l'aura impériale d'Arthur, un leader qui, dans les rêves comme dans les écrits, incarne la justice, le courage et la sagesse. Mais plus qu'un simple mythe, Arthur a aussi laissé une empreinte profonde dans la culture occidentale. Il a nourri une certaine idée du pouvoir, de la justice, de la quête personnelle, et son histoire invite fortement à réfléchir sur le rôle du chef, sur la légitimité et le service ou le devoir envers le peuple. Dans nos sociétés modernes, revisiter Arthur, c'est aussi interroger la manière dont on construit nos héros, comment on mêle faits et fictions pour créer des repères collectifs. Si la légende d'Arthur Pendragon traverse les siècles, c'est aussi parce qu'elle s'adapte, se transforme et parce qu'elle parle à chaque génération. Une des interprétations modernes les plus fascinantes et qui a su toucher un très large public est effectivement la série Kaamelott, créée par le très brillant Alexandre Astier au début des années 2000. Kaamelott s'inspire évidemment des mythes arthuriens, mais les revisite avec un ton inédit, à la fois drôle, humain, parfois féroce, et toujours respectueux des racines historiques et légendaires. Là où la grande légende nous présente souvent un roi parfait, héroïque et idéalisé, Kaamelott montre un Arthur bien plus vulnérable, parfois exaspéré, et très humain. Alors dans Kaamelott, quelques répliques très connues, c'est pas faux, évidemment, ou ça vous emmerde ce que je raconte ? Perceval le Gallois, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est une tanche, et ça, c'est pas une légende. Bref, un roi, certes peu contemporain, peu habituel, mais désopilant. En tout cas, dans cette version, le souverain n'est effectivement pas seulement le roi qui règne sur les rois, mais aussi un homme qui doit gérer les querelles incessantes de ses chevaliers, leurs maladresses et ses propres doutes. Ça donne une vision à la fois comique et profonde de la royauté, bien loin du héros infaillible, mais proche de ce que pourrait être un dirigeant dans la vraie vie, imparfait, en quête de sens et souvent dépassé. Cette série réussit à capturer l'essence même du mythe, la quête d'un idéal dans un monde chaotique et imparfait. Elle rappelle aussi la symbolique forte de la table ronde, un lieu de débat, de partage, mais aussi de conflit humain. Le cercle d'ego devient aussi une source de tension et d'humour, un microcosme de toutes nos sociétés. Bref, si Arthur reste un roi éternel, Kaamelott nous montre qu'il peut aussi être un homme comme nous, avec ses failles, ses éclats de génie et ses absurdités, un héritage vivant qui continue de fasciner et d'amuser. Alors, qu'on croie à la légende ou non, Arthur Pendragon est un personnage qui continue à fasciner parce qu'il parle d'un désir universel, celui d'un monde où le courage, la loyauté et la justice triomphent malgré les obstacles, un idéal parfois lointain, mais toujours vivace. Et ce qui fascine également dans cette légende du roi Arthur est que s'il n'a pas existé, il a quand même laissé une empreinte incroyable sur notre société. Et ça invite à réfléchir à la notion de réalité et de vérité. Sur cette réflexion, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur d'une des plus grandes légendes de l'histoire, vraie ou fausse. N'oubliez pas, comme d'habitude, de déposer un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail fourni. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et passez une bonne soirée.